Le mari de Jeanne, comte de Ketty-Stewart. Jeanne repensait souvent au jour de son mariage, ce jour où les plans de ses parents étaient devenus réalité et où, entourée de sa famille tout entière, elle avait compris qu'il lui faudrait quitter le monde qu'elle avait connu jusque-là. Le mari choisi pour elle n'était pas du tout vilain et il jouissait d'une bonne situation. Les parents de Jeanne lui avaient laissé le temps de faire connaissance avec l'homme et les loisirs d'accepter sa demande. Elle avait été à la fois séduite et rassurée. Une union voulue, pensée et préparée par tant de personnes adultes ne pouvait qu'être solide. Pas de coup de foudre, pas de malhonnêteté, mais des fondations raisonnables, des faits vérifiés et une opération matériellement rentable. Les parcelles voisines des deux familles ne formeraient plus qu'une bananeraie au lieu de se faire concurrence. L'arrivée de Jeanne dans la maison de Georges, à Morne-Serpent, ne fut pas qu'une fête. La jeune femme quittait la maison du bourg pour aller vivre dans un village de montagne où lui manqueraient toutes les commodités, ainsi que la compagnie de ses amis. Il lui arriva d'en pleurer. Heureusement, elle eut bientôt autre chose à penser. 5 mois après son mariage, Jeanne se trouva enceinte. Sa grossesse la poussa davantage vers ses voisines qui ne manquaient pas de conseils sur la façon correcte de vivre cette étape. La mère et la belle-mère de Jeanne l'aidèrent à préparer l'arrivée du bébé et son éducation. L'accouchement la métamorphosa et pas seulement physiquement. Avec moins de temps pour ressasser le bon temps de sa jeunesse, elle s'ancrait mieux à l'ici et maintenant. La jeune mère devait veiller sur un nourrisson sans défense, aussi son état de vigilance se fit-il permanent. Jeanne s'occupait de son bébé, de sa maison, de son mari, et se rendait compte qu'elle savait finalement peu de choses de ce dernier. Il mangeait ce qu'elle lui préparait, sans jamais se plaindre, sans rien réclamer en particulier. Il remerciait son chaleur. Il semblait toujours satisfait, mais jamais heureux. La naissance de son fils l'avait laissé indifférent, comme tous les autres événements, grands ou petits, de leur vie bien huilée. Il ne prononçait jamais un mot plus haut que l'autre et paraissait à tout moment sur ses gardes. Il partait travailler le matin, bottes de caoutchouc et vêtements agricoles, coutelas sur l'épaule et chapeau de paille. Il rentrait le soir, trop fatigué pour discuter. Elle ignorait à quoi s'occupait concrètement le patron d'une petite plantation de bananes. Il dînait en écoutant Jeanne raconter ses menues aventures de la journée, les nouvelles du voisinage ou le progrès de l'enfant dans tel ou tel domaine. Timon, pas Tiroche. Les enfants ne sont pas des cailloux. Il y avait toujours tant à en dire. Après cela, ils se couchaient, tous les soirs vers 22 heures. Depuis que leur fils faisait 6 nuits, Jeanne dormait de nouveau dans la chambre conjugale. Elle avait recommencé à revasser des heures durant, et parfois même, elle pouvait faire la sieste en même temps que le petit, au risque de ne plus pouvoir trouver le sommeil la nuit. C'est ainsi qu'un soir, 2 heures à peine après avoir fermé l'œil, elle ouvrit, alertée par un craquement. La place encore chaude dans le lit était vide. Georges devait avoir soif, ou un quelconque autre besoin. Elle sourit et l'attendit insomnolent, mais il ne revenait pas. Jeanne se concentra sur les bruits de la maison, en quête d'un son, un ruissellement d'eau, des pas susceptibles de la rassurer. Rien. S'habituant finalement à la luminosité réduite, elle vit le pyjama de son mari soigneusement plié sur une chaise et comprit qu'il ne se trouvait plus dans la maison. Que se passait-il? La torpeur qui le disputait à l'inquiétude l'emporta finalement. Elle s'endormit. Le lendemain, la conduite inchangée de Georges la fit douter de ce qu'elle avait découvert.
Elle n'avait pas rêvé. Elle passa la semaine à s'interroger sur la signification des sorties nocturnes de son époux. Sans avoir besoin de le vérifier, elle devinait que ces escapades n'avaient rien d'exceptionnel. Elle envisagea différentes possibilités et conclut que le jeu et l'infidélité restaient les plus probables. En savoir davantage ne lui créerait que douleur et complications. Son mari avait fait le choix de les lui épargner. Se les imposerait-elle volontairement? Sa vie tranquille lui convenait parfaitement. Elle décida de ne rien y changer et s'appliqua à oublier ce qu'elle avait vu. Il lui fallut à peine quelques jours pour cesser d'y penser. La routine reprit ses droits et le couple envisagea même de l'enrichir en mettant au monde un deuxième enfant. La vie aurait été ainsi roulée, sereine, sans la maladresse de Georges. Il rentra une nuit, vers 4 heures du matin, et fit un tel boucan avec la porte qu'il réveilla son épouse. Il a bu, pensa-t-elle en serrant les paupières et en remontant la couverture. Elle était bien décidée à ne pas le voir. Il se cogna dans la table de la salle à manger et fit tomber en passant une pièce de vaisselle en verre qui se brisa sur le sol. Elle grogna, résistant à l'impulsion d'aller réparer les dégâts. Qu'il se dépêche donc de venir se coucher. Elle entendit l'entrée bruyante de son mari dans la chambre et ses pas lourds tandis qu'il s'approchait du lit. Une forte odeur lui souleva le cœur. Au lieu d'un parfum féminin inconnu ou des effluves piquants de l'alcool, c'est un relent animal qui emplit la chambre à coucher. Panique. Et si ce n'était pas Georges? Elle ouvrit les yeux et vit une masse plus sombre que la nuit soulever les draps, puis se glisser dans le lit. Elle tendit la main vers la chose qui ne broncha pas et toucha à une peau velue et tiède qu'elle identifia immédiatement. Un cochon, un énorme cochon noir. Il aurait fallu courir, aller s'assurer que le bébé était en sécurité, mais la peur la paralysait. La bête se pencha vers elle, posa une patte sur l'oreiller et murmura d'une voix grave. « Papé, papé, c'est moi qui l'a. N'aie pas peur, ce n'est que moi. » Jeanne trouva la force de se jeter hors du lit, puis elle perdit conscience. À son réveil, elle se trouvait encore par terre, un coussin sous la tête, un drap sur les corps et une belle bosse sur le front. Elle trembla en se souvenant de l'apparition. Il faisait grand jour et Georges était parti travailler depuis longtemps. Jeanne se leva précipitamment et courut dans la chambre de l'enfant qu'elle trouva endormi, paisible. La salle à manger pouvait paraître rangée, mais elle ramassa de petits éclats de verre sous les buffets et vit que d'autres, plus gros, avaient été jetés dans la poubelle. De retour dans la chambre, elle voulut faire le lit et y découvrit des traces de sang. Georges, ou plutôt la chose qui avait dormi à sa place, était blessée au flanc. Jeanne pleura sans comprendre de quoi elle faisait le deuil, puis elle se ressaisit et entreprit de nettoyer la maison de fond en comble. Elle lava, frotta, brossa, passa la serpillière, ramassa la poussière en se concentrant sur ses gestes, surtout ne pas penser. « Tu es là, voisine ?» Jeanne n'avait envie de voir personne et avait oublié son rendez-vous café de l'après-déjeuner avec Laurette de l'autre bout du quartier. « Entre, Laurette, j'arrive. » Elle se débarbouilla, mit l'eau du café à chauffer et se montra. Elle garda bien de dire qu'elle n'avait rien mangé et feignit d'être en pleine forme. « Tu as l'air bien fatiguée, ma chérie. »« Oui, j'ai mal dormi, c'est rien. »« Ah, j'en connais une autre qui n'a pas fermé de l'œil la nuit. J'imagine que tu n'es pas encore au courant pour Jean-Jacques. »« Jean-Jacques? C'est qui déjà, lui? »« Mais si, tu le connais.
Le mari de Charline, tu vois, la petite grosse près de chez moi, de l'autre côté du Morne. En même temps, ça lui apprendra à sortir de chez lui le soir, ce gros maco. Il a eu quoi? Un accident? Une mauvaise rencontre? Elle bout pas ton eau, là? Jeanne se leva, prépara le café, apporta les tasses, les sucres et les cuillères. Comme elle n'avait pas fait de gâteau, elle sortit la boîte de biscuits secs de France, ceux pour les grandes occasions. Elle n'éprouvait aucune curiosité pour les mésaventures de cet homme, qu'elle ne connaissait pas, mais au moins, ça la distrairait des siennes. Alors, il a rencontré qui, Jean-Marc? Jean-Jacques. D'ailleurs, tu devrais dire, il a rencontré quoi? Oh, ouais, il a sorti boire. Il fait ça souvent. Charline, ça la rend folle, tu t'en doutes. Que veux-tu? Tous les maris ne sont pas comme le tien. Ah, ça. Donc, il a sorti boire. C'est ce qu'il a dit. Parce que c'est moins grave. On dit qu'il a une histoire avec la petite Alice, tu sais, la fille de Rosita. On le voit au bar, mais il ne va pas que là. Il part assez tôt, en fait, et il va la retrouver. Alors, forcément, il rentre tard et pas toujours frais. Il est super tard, donc vers les 3 heures, et il sent que quelqu'un le suit. Sa femme? Mais non, tu sortirais à des heures pareilles, toi? Non, sûrement pas. Alors qui? Ben, il ne sait pas. Il accélère, les pas derrière lui accélèrent aussi. Alors il prend peur. Il est fatigué et il ne sait pas s'il va pouvoir courir. En fait, il a tellement peur qu'il se retourne brusquement en levant son coutelas. Il avait un coutelas? Oui, c'est plus sûr apparemment quand tu te balades la nuit. Ne serait-ce que pour les serpents, tu vois. Donc, il se retourne et il se retrouve nez à nez avec un cochon. Jeanne a la gorge serrée. Elle a envie de pleurer. Elle reprend un biscuit et essaye d'avoir l'air normal. Laurette continue son récit sans rien remarquer. Comme je te vois, un énorme cochon noir qui le suivait. Tu vas me dire que les cochons s'adorent aussi à cette heure-là, et tu as raison. Le truc, c'est que ce cochon n'était pas un cochon, c'était un montfoisé. Un quoi? Un montfoisé. Des gens qui se changent en animaux la nuit pour emmerder les autres. Comment tu sais que c'était pas un vrai cochon? Il lui a parlé. Le cochon le regarde et lui dit: Petit mal, faut pas sortir si tard tout seul. Mon Dieu, c'est vrai? Comme je te le dis. Alors le Jean-Jacques, tu vois, il avait dépassé le stade de la peur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un coup de coutelas à la bête et qu'il est parti en courant. Il est rentré chez lui, il a tout raconté à sa femme qui ne dormait pas. Elle attendait, la pauvre. Charline? Oui. C'est elle qui l'a dit à Odette, qui me l'a raconté. Tu te rends compte? On ne sait pas qui fait ça, mais il a pris un sacré coup sur les reins. Le pire, je crois, c'est Charline. Jean-Jacques a promis de ne plus jamais sortir comme ça. Tu parles. Il a eu la frousse de sa vie et elle lui a pardonné. Tu le crois, ça? Ben, elle doit l'aimer, son mari. Elle est bête, surtout. Tout le monde sait qu'un homme qui te ment une fois te mentira toujours. Faut vraiment être stupide pour le reprendre. Elles finirent le café en silence. Puis Jeanne prétexta un mal de tête pour hâter le départ de Laurette. Cette dernière ne se fit pas prier. Elle devait être pressée de propager ailleurs la nouvelle sensationnelle, ainsi que son opinion sur les mensonges des hommes. Jeanne laissa couler les larmes qu'elle l'avait retenues, puis, tout en vaquant à ses tâches interrompues, mit bout à bout les informations dont elle disposait, dans l'espoir de parvenir à des conclusions rationnelles. À 17 heures, Georges rentra. Il boitait un peu.
Sans un mot, Jeanne l'aida à se déshabiller, désinfecta sa plaie à la hanche et lui fit un pansement digne de ce nom. Quand on épouse un homme, on épouse ses secrets.